Yo tout le monde! Et bienvenue dans le plan Karinga. Avant de commencer cette vidéo, je tenais juste à vous préciser qu'il y avait un risque important de spoil. En effet, dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 épisodes dispersés dans les 4 saisons de la série Code Lyoko. Donc je vous invite à faire attention, si jamais vous n'êtes pas à jour. Et que vous voulez bien sûr éviter le spoil. L'un des meilleurs atouts de la série Code Lyoko est bien évidemment les attaques de Xana. Xana en soi, c'est le personnage antagoniste de la série, c'est celui qui permet à l'aventure d'évoluer et de montrer aussi les difficultés qu'ont les Lyoko guerriers face à la menace Xana. Car en soi, Xana a proposé un florilège d'attaques sur Terre, et aussi bien dans le monde virtuel. Parmi celles-ci se trouvent des attaques totalement magnifiques, totalement ratées, totalement dingues, totalement connes, et totalement loufoques même des fois. Et c'est ce pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo, qui sera donc présentée sous forme d'un top 5 des meilleures attaques à mes yeux, d'un point de vue subjectif personnel, et d'un point de vue d'intérêt aussi sur l'intrigue globale qu'est Code Lyoko. De toute façon, j'exprimerai ma pensée au travers du coup de ce classement, en vous expliquant le pourquoi du comment de ces choix. Et il y aura aussi une partie mention honorable, mais ça on en reviendra plus tard. Au passage, ceci est ma première vidéo Code Lyoko axée sur des critiques et sur des avis personnels. Je vous invite donc à la fin de cette vidéo de me donner votre avis en commentaire, ainsi que votre top 5 personnel de vos attaques préférées de Code Lyoko. Corps Céleste est un rappel de la nostalgie de la saison 1. En effet, dans la saison 1, les attaques de Xana étaient globalement meurtrières et assez lourdes en conséquence. Ici, nous avons affaire à une attaque un peu surprenante, puisque Xana reprend l'idée d'utiliser son satellite militaire qu'il a fait usage justement dans l'épisode 9, dans le simple et seul but de bousiller un astéroïde qui passait par là, et d'engendrer en soi une sorte de version Wish de Armageddon, un super film que je vous conseille au passage, pour le simple et seul but de détruire l'usine. Pourquoi cette attaque est dans mes coups de cœur? Tout simplement pour le fait que cette attaque est d'une envergure jamais vue dans la série. Xana là utilise vraiment les moyens les plus puissants et les plus à risque, aussi bien pour lui que pour les Lyoko guerriers. Car en soi, c'est qui tout double. Tu balances un astéroïde en plein dans l'usine, certes, mais tu te rends pas compte des conséquences qu'il peut y avoir autour. Mais ce qui rend originale cette attaque est l'intérêt qu'a Xana de la lancer. En effet, son objectif est qu'Aelita se rende sur le territoire du désert pour se rendre à la Méduse et se faire xanatifier pour ensuite être balancée dans la mer numérique. Mais Aelita a trouvé la parade ultime pour stopper cette attaque. En effet, en se faisant dévirtualiser, il empêche ainsi Xana de pouvoir s'accaparer d'elle. Et de ce fait, Xana accepte de se rendre en désactivant la tour qu'il avait utilisée pour le contrôle du satellite. Pour éviter quelconque répercussion, Jérémy décide donc d'utiliser le retour vers le passé pour en finir avec cette attaque. Comme son nom l'indique, cet épisode fait l'entrée en scène d'un nouveau personnage, à savoir Franz Super, le créateur de Lyoko. Du moins c'est ce qu'on pense durant une grande partie de l'épisode. Car en vrai, il s'avère tout simplement être un spectre polymorphe hyper intelligent comparé aux autres spectres. L'objectif de cette attaque est très simple. Elle a pour but de faire fission dans l'équipe des Lyoko guerriers, à savoir couper les ponts avec Jérémy, le principal cerveau de l'équipe. En effet, le Franz Super qu'on voit apparaître dans cet épisode va faire plusieurs mentions d'erreurs commises par Jérémy. Déjà tout d'abord, tenter d'envoyer des humains sur Lyoko était selon lui insensé et très dangereux. Chose qu'il montrera au travers d'un scanner fait sur les Lyoko guerriers, Odd, Ulrich et Yumi, et démontrant que Yumi aurait subi une dégénérescence cérébrale. Cette information engendrera une fission dans le groupe, à savoir Aelita Jérémy contre Ulrich, Odd et Yumi. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails car je vous conseille vivement d'aller voir cet épisode au moment voulu, mais il a permis ainsi de se poser des questions aussi sur la prise de risque de Jérémy d'envoyer des humains sur Lyoko. Maintenant, le pourquoi j'ai énormément apprécié cet épisode, eh bien il est très simple.
Tout d'abord, il fait donc l'entrée en scène de Franz Hooper, et ça sera le seul et unique épisode où on aura la physionomie réelle de Franz Hooper face au Lyoko guerrier, puisqu'en dehors de cet épisode-là, les autres fois où on voit Franz Hooper, c'est via des flashbacks ou dans sa bulle virtuelle, ou au travers de sa forme d'avatar sur Col Lyoko. Donc c'est déjà un point fort intéressant, surtout que Franz Hooper, c'est pas n'importe qui, c'est quand même le papa, le daron d'Aelita, mais sur le coup, on ne le sait pas ça, et c'est aussi le créateur de Lyoko. Il y a aussi ce match de génie entre Jérémy et le faux Franz Hooper qui est très intéressant puisqu'on montre que Jérémy n'est pas non plus génie qui sait tout. C'est encore un enfant qui est à peine présent et qui sait déjà manier certes plein d'ordinateurs mais qui ne connaît pas tout des facultés de Lyoko. Chose que démontrera justement le faux Franz Hooper puisqu'il va permettre au Lyoko guerrier d'avoir des pouvoirs améliorés. Mais toutefois, cet épisode a eu aussi une autre particularité, c'est que ça a montré qu'il y avait des failles avec Xana. Puisqu'en fait, la raison qui a fait que Xana a perdu dans cet épisode, eh bien c'est tout simplement à cause de son spectre. Son spectre avait trop la confiance et a donné une information cruciale qui a fait tilt chez Jérémy, de la mallette de Franz Hooper. Alors que Franz Hooper n'est pas censé d'être au courant que ceci était une attaque de Xana. Et de ce fait, Jérémy a totalement compris sur le coup qu'en réalité, c'était un mauvais coup du virus. Je vais conclure assez vite sur cet épisode-là, mais on a affaire du coup à l'un des spectres polymorphes les plus intelligents, même s'il a commis une erreur. Je sais pas si c'est mon côté sadomaso qui s'est éveillé à ce moment-là, mais j'ai trouvé aussi intéressant qu'une fois le spectre vaincu dans sa forme physique, que celui-ci ait disparu du coup quelques instants sous forme électrique pour revenir après dans le corps de Jérémy et ait tenté de l'étouffer au point de le tuer. Je trouve qu'ici on a vraiment une expression de Xana de haine et de vengeance. Et ça c'est quelque chose qui est rarement mis en avant dans les attaques, même si on sait que Xana il est assez sournois. Et donc ça aussi, ça a été l'une des raisons pour lesquelles je l'ai mise dans mes coups de cœur et à cette 4e position. Donc voilà, je dis clairement, cette 4e place, pourquoi? C'est parce que Xana a fait une grosse gourde à avoir eu trop la confiance tout simplement. Bon, je vais rentrer directement dans le bain, mais L'âme des robots, c'est clairement l'épisode qui a hanté toute mon enfance, de mes 4 à mes 15 ans, on va dire. Allez, je vais être franc, je vais vous avouer honnêtement que cet épisode a été l'épisode qui me faisait toujours peur, tout simplement, dès que je regardais cet épisode. Et chose intéressante, c'est que cet épisode, même si je n'aimais pas le regarder, bah, je le regardais très souvent. Quand j'allais chez des potes, je leur montrais cet épisode. Quand il était 2h du matin, que j'avais rien à faire, je regardais cet épisode. Quand j'étais tout seul à la maison, que j'entendais du bruit, bizarrement, je regardais cet épisode. Enfin bref, cet épisode-là m'a grandement marqué, tout simplement du fait que les robots qui sont utilisés par Xana ici sont tout simplement effrayant. Et à l'époque, je ne connaissais pas Terminator. Donc, quand je fais la comparaison entre Terminator et l'un de ces robots, je vous avoue que je préfère quand même un Terminator qui est un peu plus physiquement humain qu'un de ces putains de robots xanatifiés et qui ont en fait été très très intéressants d'un point de vue stratégique pour Xana en fait. Et c'est là où je vais vous expliquer ma motivation de ce choix pour cette 3e place. Car oui, dans la forme, cet épisode est un simple épisode de la saison 1, sans aucune corrélation avec la suite et les principaux événements à venir dans l'univers de Col Lyoko. C'est un épisode comme tous les autres, et où on a affaire à un Xana meurtrier et assez démoniaque pour ce début de série. Quand je regarde sur le net ou sur les forums Col Lyoko, je vois peu de gens dire que l'épisode de l'âme des robots est un épisode marquant. Dans la forme, ils n'ont pas tort, ce n'est pas un épisode marquant. Mais dans les faits, je trouve que c'est quand même un épisode intéressant. C'est l'un des épisodes où Xana emploie au mieux ses pouvoirs. Il utilise la création de robots meurtriers géants qui font 3 mètres de haut, qui sont aussi grands que des putains de basketteurs, et qui sont capables en fait d'exterminer tout le monde. Sauf que bien sûr, le scénario n'a pas voulu cela. Il a voulu rendre ces robots certes effrayants, mais pas dans le sens menaçant. Ils sont tout simplement bousillés de la putain de créativité soudaine de Hervé. Imaginez, Hervé, c'est Hervé qui a réussi à sauver les Lyoko guerriers ici. Et il n'a même pas eu en fait de réel remerciement. Mis à part un petit kiss de Yumi. Voilà. Bon, surtout qu'en plus dans cet épisode-là, on a aussi une petite allusion à Kiwod, Kiwi 2, Kiwod, je me trompe, qui sera donc dans un avenir lointain un personnage clé d'un autre épisode où il sera xanatifié justement. Mais ça, c'est une autre histoire. Clairement, ces robots avaient tout le potentiel pour clairement arrêter et peut-être même éradiquer la menace des Lyoko guerriers aux yeux de Xana.
Malheureusement, le scénario a été ici le point faible de cet épisode, et c'est ce qui a aussi fait que il n'a pas été mon numéro 1, alors que pourtant, au fond de mon cœur, c'est l'épisode qui m'aura marqué le plus à vie, avec l'épisode contre-attaque de la saison 4. Mais malheureusement, le fait que ces robots aient été aussi fragiles au début d'épisode m'a un peu rendu sceptique au fil du temps, bien sûr. Au fil du temps, on grandit et on se dit, mais en fait, ces robots, ils sont simples à buter, entre guillemets. Et on remarque qu'en fait, ils n'étaient pas aussi effrayants qu'on le croyait. Et c'est ça aussi qui a gâché un peu la hype autour de cet épisode, je pense, c'est qu'au fil du temps et de l'âge, bah, on se dit bah c'est moins dangereux. Même si dans l'apparence, ces robots étaient quand même monstrueux. Au passage, ici, on a aussi des petites indications sur le futur de Xana, puisque Xana comptera réutiliser des robots pour son plan avec les réplicas, et aussi pour sa possible conquête du monde. Donc ceci est vraiment un épisode en fait qui t'indique les motivations de Xana, mais dans le futur. Et donc ça aussi c'est un point positif. Et puis je resterai toujours marqué par cette scène où il y a un robot qui est prêt à exécuter aussi bien Yumi au moment donné dans la cabane de jardin que Ulrich dans l'usine. Franchement, ça m'a marqué longtemps ces scènes-là. Ça m'a rappelé un peu aussi le combat final avec William sur Terre, dans l'épisode aussi Contre-attaque. Même si c'est différent, hein, bien sûr. Mais voilà, cet épisode-là a pour moi l'honneur et le respect d'être quand même dans mon top 5. Je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter en dehors de ça, parce que cet épisode-là est assez plat et je ne vais pas rentrer dans les détails du scénario, ceci n'est pas un résumé de l'histoire. Donc voilà, on va passer maintenant à notre top 2 de mes attaques préférées de Xana. C'est parti. Ah là là, mauvaise conduite. Cet épisode porte bien son nom. C'est un épisode axé sur deux choses. Déjà, la matérialisation de Crab dans le monde réel, mais aussi de connaître le talent à la conduite de nos chers Ryoko guerriers. Et ça, c'était vraiment très drôle à voir, puisque chacun a sa façon de conduire assez surprenante. Après l'écran cola, quelques épisodes auparavant, faisant la fin et le lancement de la saison 2, nous avons donc ici affaire aux crabes. Les crabes, c'est quand même un niveau supérieur. C'est le crustacé par excellence. C'est le crabe araignée de la plaquette de moule, de la poêle de moule. Enfin, je sais plus, donnez-moi des expressions. Tenez, voilà, venez. Dans les commentaires, vous allez me donner des expressions avec un crabe et on essaiera de trouver le meilleur commentaire pour le prochain épisode si vous voulez. Donc voilà, ça sera votre mission du soir avec le petit commentaire qui fait toujours plaisir de me donner votre avis sur les crabes. Mais revenons à nos crabes, tiens. Clairement, cette attaque a beaucoup de points positifs du point de vue de Xana. Et bien, tout simplement, déjà, c'est une attaque où Xana envoie ses troupes dans le monde réel. C'est la seconde et dernière fois qu'on aura affaire à cela si on ne prend pas en compte les réplicas. Et franchement, le cas des crabes était intéressant pour plusieurs points, contrairement à celui des cancrelats, mais je vais pas sortir du sujet. Donc je vais vous les citer maintenant. Déjà, tout d'abord, le crabe est l'un des ennemis les plus dangereux de la saison 1 avec le méga-tank, puisqu'à l'époque il n'y avait pas encore la Tarentue. Et donc se trouver face à un crabe est toujours pas très facile. Et ici, on se trouve face à des crabes dans le monde réel, donc vous imaginez l'ampleur et la complexité en plus. Dans un second temps aussi, il y a cette particularité qu'en fait, la seule personne qui sera envoyée sur Ryoko cette fois, ça sera Aelita. Ce qui fait donc que les autres Ryoko guerriers vont devoir rester sur Terre et essayer de battre à main nue ou avec les armes du monde réel les crabes. Et c'est une chose qu'ils vont réussir en se serrant les coudes et en s'aidant aussi de William. William, c'est sa première intervention importante dans la série et c'est nullement la dernière. C'est clairement un épisode où on met en avant aussi William et de sa possible aide pour un futur proche ou lointain à ce moment-là de la série. Même si dans la saison 2, William est clairement un personnage secondaire, sauf dans quelques exceptions près, dont celle-ci. Je pense un petit peu aussi que cet épisode est une référence à Garage Kid. Pourquoi ? Parce que chacun des Ryoko guerriers réussit à sa façon de battre des crabes qui sont pourtant des monstres virtuels. Nous avons bien William et Jérémy et Ulrich qui réussissent à se faire un crabe avec une batte en fer. Vous imaginez ? Dans le monde virtuel, c'est avec un sabre pixelisé. Bah ici, c'est avec une barre de fer trouvée par terre. Donc voilà, c'est intéressant à prendre en compte, je trouve,
cette comparaison entre la réalité et le virtuel, puisqu'en plus ça marche. Du coup, le fait que chacun des locaux guerriers ait son propre crabe aussi donne un plus, chacun met main à la pâte pour vaincre la menace sur Terre. Donc c'est vraiment pas si mal. Et à côté de cela, Aelita gère toute seule sur Lyoko sans l'aide des autres, sauf de Jérémy, et réussit à atteindre la tour pour arrêter cette attaque. Mais en fin de compte, chacun des crabes sauf celui de l'usine seront vaincus de main nue, enfin, comme je vous ai dit, avec les armes de la Terre, et permettront ainsi à ce que cette menace soit totalement évincée. Clairement, je le place deuxième pour juste une simple et bonne raison, c'est le fait qu'en fait cet épisode permet de voir l'union des Lyoko guerriers sur Terre, que même s'ils n'ont pas leur pouvoir virtuel, eh bien ils peuvent se débarrasser de monstres virtuels sur Terre. Et aussi le fait qu'il y ait une alliance avec William, c'est juste topissime pour l'époque. Hein. À ce moment-là, on se dit pas que William sera un personnage clé à intérêt pour la suite. Enfin, on le voit un peu comme le Dark Sasuke un peu chiant, genre comme une Sissi. Alors qu'en fait, ça sera pas du tout le cas. Mais voilà, cet épisode-là, il n'y a peut-être pas grand-chose à dire dans la fin, parce que je veux pas spoil. Mais c'est un épisode topissime de ce point de vue-là. Et tout ça, c'est grâce à quoi? Grâce à cette attaque, à cette idée d'attaque de Xana. Ah là là, j'ai envie de faire ma peau de vache. Le top 1 ainsi que les mentions honorables se feront dans une prochaine vidéo. Car en fin de compte, je trouve que quand même 16 minutes de vidéo, c'est pas si mal. Donc du coup, désormais, c'est à vous de jouer. Déjà, pour moi, l'objectif, c'est d'avoir des vues, d'avoir de nouveaux abonnés et d'avoir de nouveaux fans. Entre guillemets, des fans, parce que bon, les fans de moi, c'est pas topissime. Mais voilà, donc j'aimerais vraiment avoir vos ressentis. Si vous pouvez partager ma chaîne et mes vidéos, ça sera avec grand plaisir. Et si bien sûr, les vidéos que je fais sont de qualité à vos yeux, eh bien, je vous invite à me le dire. C'est ce qui me permet d'être motivé et de continuer mes vidéos. Donc c'est maintenant à vous de jouer si vous voulez connaître la suite et mon numéro 1 de mes attaques préférées de Xana. C'était la Planque Ringa, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur Code Lyoko. Ciao ciao et bye bye. Au passage, si t'es un vrai, pense à dire que tu manges du crabe en commentaire. Ciao ciao.